Une semaine après avoir perdu mon emploi, j'ai signé un contrat de 25 millions de dollars et je suis rentré chez moi pour l'annoncer à ma femme. Mais en ouvrant la porte, j'ai vu ma femme embrasser le même patron qui m'avait viré, sur notre lit. Les parents de ma femme ont dit que je l'avais mérité. Quelques jours plus tard, ma femme et son nouvel amant se sont moqués de moi lors d'une fête. Mais quand ils ont vu qui se tenait à côté de moi, son amant a crié « Oh mon Dieu, c'est ce qu'on dit, la vie te frappe quand tu es à terre ». Eh bien, apparemment, la vie n'avait pas reçu le mémo que j'étais déjà étalé sur le trottoir, mangeant de la terre comme si c'était mon dernier repas. Mon nom est Adrien Blake, et à l'âge mûr de 34 ans, j'ai officiellement maîtrisé l'art d'avoir l'univers me rire au nez. Imaginez ça. Il y a exactement 7 jours, j'étais assis dans le bureau de Charles Mercé chez Harrison Tech, regardant ce salaud suffisant me virer comme si j'étais un stagiaire qui avait été surpris en train de voler des post-it. Le gars a eu l'audace de s'adosser à sa chaise en cuir, celle qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, et de prononcer son petit discours sur les réductions budgétaires et la rationalisation des opérations. Oui, bien sûr. Plutôt me rationaliser directement à la porte parce que mon IA logistique faisait passer ses systèmes obsolètes pour des reliques de musée, à côté des téléphones à cadran et des télécopieurs. Rien de personnel, Adrien, ADS, sans même prendre la peine de lever les yeux de son écran d'ordinateur. Rien de personnel. Le mec me traquait depuis que j'avais proposé l'idée qui pourrait révolutionner toute leur gestion de la chaîne d'approvisionnement. Mais bon, qu'est-ce que j'en savais? J'étais juste le gars qui s'était défoncé pendant 3 ans, travaillant les week-ends, sautant les dîners de famille, vivant pratiquement à ce bureau comme une sorte de Bernard l'ermite d'entreprise. Alors, j'étais là, sortant de Harrison Tech avec ma triste petite boîte en carton de mes affaires personnelles. Vous savez, le kit de démarrage classique de l'employé viré, une tasse de café, quelques trombones qui ne fonctionnaient probablement pas, et une plante déjà à moitié morte à cause de la chambre de torture à lumière fluorescente qu'ils appelaient bureau. Des trucs vraiment dignes. Mais c'est là que la vie a décidé de jouer son jeu préféré, on va emmêler la tête d'Adrien jusqu'à ce qu'il ne sache plus s'il doit rire ou pleurer. Parce qu'exactement une semaine après avoir été viré, je me tiens dans le hall en marbre de Medfair Corporation, serrant la main de Julian Cross lui-même. Oui, ce Julian Cross, le PDG qui est en gros l'enfant chéri de l'industrie de la santé, et je signe un contrat qui a fait danser de joie mon compte en banque. 25 millions de dollars. Laissez ça mijoter une minute. 25 millions de putains de dollars pour la même IA logistique que Charles avait rejetée comme la pizza d'hier. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau à beurre et la servir à un dîner. Harrison Tech, la société qui m'avait en gros dit d'aller me jeter à l'eau, était maintenant désespérée de mettre ses sales pattes sur mon design. Pas directement, bien sûr, car cela exigerait d'admettre qu'ils avaient commis une erreur colossale. Au lieu de cela, ils essayaient de passer par Medfair, espérant obtenir une licence pour ma technologie par un accord secret. Julian Cross, que son cœur capitaliste soit béni, a vu clair dans leur jeu, Adrien, avait-il dit, ajustant son costume à 5 000 $ comme si ce n'était rien. Ce que vous avez créé n'est pas seulement innovant, c'est révolutionnaire. Nous n'avons pas besoin de la permission de Harrison Tech pour changer le monde. Et juste comme ça, je suis passé de perdant au chômage à multimillionnaire du jour au lendemain. Le rêve américain, bébé. Sauf que personne ne mentionne que parfois, ça ressemble plus à un rêve fiévreux où l'on ne sait pas si l'on gagne ou si l'on perd la tête. En rentrant de cette réunion, j'avais le contrat bien rangé dans ma sacoche comme s'il s'agissait de code de lancement nucléaire. Ma tête tournait avec toutes les façons dont j'allais annoncer la nouvelle à Mélissa. Ma femme, mon Dieu, rien que d'y penser, ma poitrine se serrait d'anticipation. Elle allait devenir folle de joie, de la meilleure façon possible. Je pouvais déjà imaginer son visage s'illuminer. Peut-être qu'elle ferait ce petit couinement qu'elle faisait quand nous avons commencé à sortir ensemble. Bon sang, peut-être pourrions-nous enfin nous permettre cette maison à Cherry Creek qu'elle convoitait. Celle avec la cuisine fantaisiste et les placards walk-in plus grands que la plupart des chambres à coucher. Je répétais mon grand discours de révélation, vous savez, m'entraînant à laisser tomber la nouvelle comme si de rien n'était. Oh, au fait, chérie, tu te souviens que j'ai été viré la semaine dernière? Eh bien, petite histoire amusante. Je pensais même m'arrêter pour prendre du champagne. Peut-être ces fraises chères qu'elle aime, pour en faire une célébration vraiment inoubliable. Mais la vie, cette magnifique garce, avait d'autres plans. J'ai poussé la porte de notre chambre, prêt à partager la meilleure nouvelle de notre mariage,
et j'ai eu droit à la pire trahison de ma vie. Ma femme soi-disant aimante et dévouée, était en train d'embrasser Charles putain de Mercé sur notre lit, le lit où j'avais dormi pendant 3 ans, celui avec les draps stupidement chers qu'elle avait insisté pour que nous achetions dans cette boutique du centre-ville. Ils se sont figés comme des cerfs dans les phares, mais pas comme on s'y attendrait. Il n'y a pas eu de bousculade, pas d'explication paniquée, pas de tentative désespérée de se couvrir. Ils se sont juste arrêtés comme s'ils avaient été pris en flagrant délit d'un léger désagrément, et non de la destruction de tout mon monde. Les dossiers du contrat ont glissé de mes mains, les papiers s'éparpillant sur notre parquet comme des confettis à la pire fête du monde. Des documents légaux valant 25 millions de dollars mélangés aux moutons de poussière sous notre commode. Et tout ce que je pouvais faire, c'était rester là comme un idiot, essayant de comprendre ce que je voyais. Les yeux de Mélissa ont rencontré les miens. Et voici le clou du spectacle. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle n'avait pas l'air honteuse, désolée, ni même le moins du monde embarrassée. Elle avait l'air ennuyée, comme si j'avais interrompu son émission de télévision préférée ou que j'étais entré alors qu'elle était en plein appel téléphonique important. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés n'étaient même pas ébouriffés, ce qui, d'une manière ou d'une autre, rendait le tout encore plus insultant. Charles, ce morceau de déchet suffisant, a eu l'audace de me faire un sourire narquois. Ce type, le même type qui m'avait viré il y a une semaine, qui s'était assis derrière son grand bureau important et m'avait en gros dit que j'étais inutile, était maintenant étalé sur mon lit comme s'il était chez lui. Vous auriez dû le voir venir, a-t-il dit, sa voix dégoulinant du même ton condescendant qu'il avait utilisé quand il m'avait viré. Comme si tout cela faisait partie d'un plan directeur que j'avais été trop stupide pour comprendre. Et vous savez quelle était la partie vraiment tordue ? Debout dans ma propre chambre, regardant ma femme et mon ancien patron détruire ma vie en stéréo, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ce contrat par terre. 25 millions de dollars de vengeance éparpillés comme des rêves brisés sur le tapis. Le timing de l'univers était soit parfait, soit parfaitement cruel. Je ne pouvais pas décider lequel. Vous avez déjà eu un de ces jours où vous vous réveillez en pensant que les choses ne peuvent pas empirer, puis la vie vous dit, tiens ma bière et regarde ça ? Oui. Eh bien, bienvenue à mon mardi matin, gracieuseté du cirque de la famille Green. L'appel est arrivé à exactement 8h47. Je le sais parce que je fixais mon téléphone comme s'il pouvait me transporter par magie dans une autre dimension où ma femme ne couchait pas avec mon ex-patron. La voix de Harold Green a retenti dans le haut-parleur avec toute la chaleur d'un contrôle fiscal. Adrien, vous devez venir à la maison. Maintenant. Nous devons discuter de cette situation. Situation. C'est comme ça qu'on appelait ça maintenant. Pas adultère, pas trahison, pas l'implosion complète de mon mariage, juste une situation, comme un problème de plomberie mineure ou une contravention de stationnement. La famille Green avait toujours été passée maîtresse dans l'art de reformuler la réalité en quelque chose de plus acceptable pour leur sensibilité délicate. Alors, j'étais là, conduisant ma vieille Honda Civic à travers les portes de leur domaine à Cherry Hills Village, l'impression d'entrer en territoire ennemi. Et laissez-moi vous dire, le manoir Green était le genre d'endroit qui criait « Nous avons plus d'argent que Dieu, et nous voulons que tout le monde le sache ». 8 chambres, 12 salles de bain, et assez de marbre pour rendre jaloux un empereur romain. L'allée seule était plus longue que la plupart des rues entières, bordée de haies parfaitement entretenues qui coûtaient probablement plus cher à entretenir que mon salaire annuel chez Harrison Tech. Je me suis garé entre la Bentley de Harold et la Mercedes de Patricia. Ma Honda ressemblait à un trombone rouillé à côté de 2 montres Rolex. Un message vraiment subtil, les amis. Autant avoir mis une enseigne lumineuse qui disait « Vous n'avez pas votre place ici, paysans ». La porte d'entrée était l'une de ces monstrueuses portes en chêne qui nécessitaient les 2 mains et un entraîneur personnel pour s'ouvrir correctement. Avant même que je puisse frapper, elle s'est ouverte pour révéler Maria, leur femme de ménage, qui m'a regardé avec un mélange de pitié et de « pauvre bâtard ». Elle avait toujours été gentille avec moi, probablement parce qu'elle reconnaissait un membre du club des « gens qui travaillent pour vivre ». Ils sont dans la bibliothèque, a-t-elle murmuré comme si elle me dirigeait vers un enterrement, ce qui, soyons honnêtes, n'était peut-être pas loin. La bibliothèque, bien sûr, parce que rien ne dit « Nous allons détruire votre vie », comme le faire entouré de livres reliés en cuir que personne n'a jamais lus. Harold Green collectionnait les premières éditions comme certains collectionnent les cartes de baseball, sauf que son passe-temps s'accompagnait de beaucoup plus de prétention et de beaucoup moins de plaisir. Je les ai trouvés exactement là où on s'attendait.
Harold sirotant un verre de bourbon à 10 heures du matin comme une sorte de gentleman du Sud en cosplay et Patricia cliquant son collier de perles comme des grains de chapelet. Elle portait une de ces tenues qui criait « Je fais mes courses dans des magasins sans étiquette de prix, tout en tissu crème et chaussures qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. » Adrien, a dit Harold sans se lever, désignant une chaise en face d'eux comme si je postulais à un emploi. Asseyez-vous. Pas, s'il vous plaît, asseyez-vous, ou, prenez place. Juste, asseyez-vous, comme si j'étais un chien qui avait appris une nouvelle astuce. Vraiment classe, Harold, vos leçons d'étiquette de club de campagne ont vraiment porté leurs fruits. Je suis resté debout, principalement parce que je savais que ça les agacerait, mais aussi parce que m'asseoir ressemblait trop à une reddition. Laissez-moi deviner, dis-je en croisant les bras. Vous m'avez appelé ici pour expliquer pourquoi votre fille couche avec mon patron dans mon lit? Ça devrait être bon. Le visage de Patricia se tordit comme si elle venait de mordre dans un citron enveloppé de déception. Comment osez-vous parler de Mélissa de cette façon? C'est notre fille et elle mérite mieux que ce que vous lui avez donné. Mieux que ce que je lui ai donné? J'ai ri, et le rire est sorti plus vif que je ne l'avais voulu. Vous voulez dire l'amour, le respect et 3 ans de ma vie? Ou parlons-nous du contrat de 25 millions de dollars que je viens de signer? Parce que je suis presque sûr que ça compte comme lui avoir donné quelque chose. Le verre de bourbon d'Harold s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Quel contrat? Oh, ça, c'était riche. Il ne savait même pas encore pour Métasphère. Mélissa n'avait pas pris la peine de mentionner ce petit détail lors de son briefing familial. Probablement trop occupée à planifier son prochain rendez-vous romantique avec Charles pour informer ses parents de ma soudaine résurrection de carrière. Celle qui me rend plus riche que le salaire annuel entier de Charles Mercé, dis-je, observant leur visage comme si j'étudiais un cours magistral sur le choc et la confusion. C'est drôle comme le timing fonctionne, n'est-ce pas? Mais Patricia, que son cœur froid et calculateur soit béni, s'est rétablie plus vite qu'un politicien pendant un scandale. Elle a agité sa main manucurée comme si elle chassait une mouche agaçante. L'argent ne fait pas de vous un homme, Adrien. Vous n'avez jamais été assez bien pour Mélissa. Charles est un vrai homme, un pourvoyeur. Il a de la race, de la classe, un avenir. De la race. Elle a réellement dit, de la race, comme si nous parlions de chevaux de course au lieu d'êtres humains. J'avais toujours su que Patricia était snob, mais l'entendre parler de son gendre comme si j'étais une sorte d'erreur génétique a vraiment enfoncé le clou. Un pourvoyeur, ai-je riposté. Le gars qui m'a viré la semaine dernière parce qu'il était menacé par mon succès? C'est ça votre idée d'un pourvoyeur? Un homme qui vole les femmes des autres parce qu'il n'arrive pas à gérer sa propre vie? Harold a claqué son verre assez fort pour que le bourbon éclabousse. Surveillez votre ton, mon garçon. Vous êtes chez nous, mon garçon. J'avais 34 ans, je venais de signer un contrat de plusieurs millions de dollars, et ce fossile m'appelait, mon garçon. Le manque de respect était si épais qu'on aurait pu l'étaler sur du pain grillé et le servir à leur prochain déjeuner de charité. Vous avez raison, dis-je, ma voix devenant de plus en plus froide à chaque seconde. Je suis chez vous. La maison où vous avez élevé une fille qui pense que les vœux de mariage sont plus des suggestions. La maison où vous lui avez appris que la loyauté est facultative et l'intégrité pour les pauvres. C'est alors que j'ai entendu le claquement de talons sur le marbre et Mélissa est apparue dans l'embrasure de la porte comme si elle faisait une grande entrée à un bal de débutante. Mais elle n'était pas seule. Oh non, cela aurait été trop simple. Charles était juste derrière elle, sa main posée sur le bas de son dos comme s'il lui appartenait. La vue d'eux ensemble m'a frappé à nouveau comme un coup de poing dans l'estomac. Mélissa portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose de cher et moulant qui criait « Je suis disponible et cher ». Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage impeccable, et elle souriait comme si elle venait de gagner à la loterie. Charles avait l'air tout aussi suffisant, vêtu d'une de ces tenues décontractées mais chères qui coûtaient probablement plus que ma voiture. Sa main sur le dos de Mélissa n'était pas seulement possessive. C'était une déclaration de guerre. Un doigt d'honneur visuel dirigé directement contre moi. Adrien, a dit Mélissa, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Oui, eh bien, vos parents ont pensé que nous devrions avoir une petite discussion sur votre récent changement de carrière. Ses yeux se sont rétrécis, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu un éclair de la vraie Mélissa, celle qui avait planifié cette trahison bien avant hier. Mon quoi?
Votre nouveau poste en tant que maîtresse de Charles. Bien que, je suppose que c'est plutôt une promotion maintenant puisque vous êtes passé d'épouse à maîtresse à quoi exactement? Petit ami trophée? La pièce est devenue silencieuse. Patricia a halté comme si je venais de commettre un meurtre dans une église. Le visage d'Harold a viré à un rouge qui n'était probablement pas médicalement conseillé. Mais Charles a juste souri plus largement. Félicitations, Adrien, a-t-il dit, sa voix aussi douce que de l'huile de serpent. Vous avez enfin compris. Ça ne vous a pris que 3 ans. Et c'est là que j'ai réalisé la vérité qui faisait plus mal que tout le reste. Ils étaient tous de mèche. Chacun d'eux. Ce n'était pas une affaire spontanée ou un moment de faiblesse. C'était une campagne coordonnée pour m'humilier, et j'avais été trop stupide pour le voir venir. J'ai regardé autour de cette bibliothèque, tous ces livres coûteux, ces meubles anciens et ces portraits de famille de gens qui n'avaient jamais travaillé un jour de leur vie. Et je me suis fait une promesse. Je n'allais pas les laisser gagner. Pas aujourd'hui. Jamais. Vous savez quoi, dis-je en me dirigeant vers la porte. Vous vous méritez tous. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et je suis parti pour une location miteuse en périphérie de Denver. L'endroit avait du papier peint qui s'écaillait et une cuisine qui aurait sa place dans un film d'horreur, mais c'était chez moi. Et alors que je fixais ces murs fissurés, je me suis juré que je ne les laisserais pas gagner. Vous savez ce qui est drôle avec le fond du baril? Il a une excellente acoustique. Chaque son vous revient avec une précision cristalline, y compris la voix dans votre tête qui crie « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, génie ?» J'étais resté à me morfondre dans mon appartement de location minable pendant exactement 48 heures, survivant à un régime constant de plats chinois à emporter et de complaisance, quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant m'a fait faire un double take. Sophia Daniels. Voilà un nom que je n'avais pas vu depuis un moment, et honnêtement, probablement la seule personne sur Terre à qui je voulais vraiment parler en ce moment. Sophia et moi, on se connaissait depuis longtemps. Amis d'université qui s'étaient liés lors de sessions de codage tard dans la nuit et d'une haine mutuelle des professeurs d'informatique prétentieux qui se prenaient pour le don de Dieu à la Silicon Valley. Elle était une de ces rares personnes qui pouvaient déboguer du code et démolir votre ego avec la même efficacité, tout en vous faisant rire aux éclats. S'il y avait quelqu'un qui pouvait gérer le désastre absolu qu'était devenu ma vie, c'était Sophia. Adrien Blake, a-t-elle dit dès que j'ai décroché, tu as l'air d'une ordure réchauffée. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas assis en sous-vêtements à manger des céréales pour le dîner. Presque, ai-je admis, baissant les yeux vers mon pyjama et le plat de Hello Mine qui était devenu mon meilleur ami. C'est de la cuisine chinoise et je porte un pantalon. À peine. Jésus-Christ, tu es vraiment un désastre. Je pouvais presque l'entendre lever les yeux au ciel à travers le téléphone. Habille-toi. Je suis en route et on va régler ça comme des adultes. Sophia, je n'ai vraiment pas envie de. J'ai bégayé, a-t-elle dit. Habille-toi. Et pour l'amour de Dieu, dis-moi que tu as pris une douche au cours des dernières 24 heures. La vérité, c'est que non. Mais Sophia avait cette façon de vous donner envie d'être meilleure, même quand vous vous sentiez comme une ordure absolue. Au moment où elle a frappé à ma porte 1 heure plus tard, j'avais réussi à trouver une chemise propre et à passer un peigne dans mes cheveux, ce qui était en gros l'équivalent de l'ascension de l'Everest dans mon état actuel. Elle est entrée, portant 2 tasses de café de ce chic endroit du centre-ville, et a jeté un coup d'œil à ma zone de désastre temporaire. Eh bien, a-t-elle dit, en enjambant une pile de linge sale. J'ai vu pire. Tu te souviens de notre année junior quand Tommy Morrison a fait une dépression nerveuse pendant les examens? Sa place ressemblait à une explosion dans une usine à pizza. Merci pour le discours d'encouragement, ai-je marmonné, acceptant le café comme s'il s'agissait d'un élixir de vie. Sophia s'est affalée sur mon canapé d'occasion, qui a gémi en signe de protestation, et m'a fixé avec ce regard qu'elle donnait à nos professeurs quand ils disaient quelque chose de particulièrement stupide. Bon, raconte tout. Et je veux l'histoire complète, pas la version édulcorée que tu as probablement racontée à ta mère. Alors, je lui ai tout raconté. Le licenciement, le contrat, le fait de surprendre Melissa et Charles, le défilé d'humiliation au manoir de la famille Green, tout. Sophia a écouté sans m'interrompre, ce qui était inhabituel pour elle, levant parfois un sourcil ou faisant ces petits sons en « H », qui signifiaient qu'elle classait des informations pour une utilisation ultérieure. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière et a croisé les bras,
un geste dont je me souvenais de l'université et qui précédait généralement une de ces phrases qui allait soit changer votre vie, soit détruire votre estime de soi. Parfois les deux. Tu sais quel est ton problème, Adrien, a-t-elle dit en sirotant son café comme si elle était sur le point de délivrer la sagesse des âges. Tu agis comme une victime alors que tu devrais agir comme un prédateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils t'ont sous-estimé, et c'est leur première erreur. Ses yeux se sont allumés avec cet éclat dangereux dont je me souvenais de l'époque où elle avait compris comment pirater les distributeurs automatiques du campus. Ces gens, Mélissa, Charles, ces parents snobs, ils pensent tous que tu es un pauvre perdant qui va se cacher dans un trou et disparaître. Ils n'ont aucune idée de ce dont tu es réellement capable. Capable de quoi? Ma femme couche avec mon ex-patron. Ses parents pensent que je suis une ordure, et je vis dans un endroit qui fait passer un dortoir universitaire pour un palace. De quoi suis-je censé être capable exactement? Sophia a posé son café et s'est penchée en avant, sa voix prenant l'intensité qu'elle avait quand elle expliquait un morceau de code particulièrement élégant. Tu viens de signer un contrat de 25 millions de dollars, idiot. Tu es brillant. Tu as des ressources maintenant. Tu as un levier. Et surtout, tu m'as moi. Tu as bien raison, moi. Tu as la moindre idée de ce que j'ai fait depuis l'obtention de mon diplôme? J'ai monté un cabinet de conseil spécialisé dans l'espionnage d'entreprise. Le genre légal, la plupart du temps. Je sais comment déterrer des saletés. Suivre les pistes d'argent et trouver les squelettes que les riches pensent avoir enterrés assez profondément pour rester cachés. Je les regardais, me demandant si le stress m'avait finalement fait halluciner. Tu es une espionne d'entreprise. Je préfère analyste financier judiciaire, mais oui, en gros. Elle a souri comme un requin qui vient de repérer un phoque blessé. Et crois-moi quand je dis que Charles Mercé et sa joyeuse bande de traîtres ont laissé plus de miettes de pain que Ansel et Gretel. Quelle sorte de miettes de pain? Le genre qui mène à des accusations de fraude si on a de la chance. Mais d'abord, nous devons te trouver une vraie représentation légale. Quelqu'un qui sait jouer au dur avec ses snobs de club de campagne. C'est alors qu'elle a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler ses contacts. Je connais justement un type, Victor Haye. Le fils de pute le plus froid de la scène juridique de Denver. C'est le genre d'avocat qui mange les riches pour le petit déjeuner et en redemande. Sophia, je ne peux pas me permettre un avocat aussi réputé. J'ai l'argent du contrat, mais ce n'est pas comme si je pouvais me permettre de. Détends-toi, reine du drame. Victor n'est pas cher. C'est un investissement. Et crois-moi, après qu'il en aura fini avec Charles et compagnie, ils paieront pour ses services, qu'ils le veuillent ou non. Elle composait déjà le numéro, et je l'observais avec fascination alors qu'elle passait en mode badass professionnel. Sa posture s'est redressée, sa voix est devenue nette et autoritaire, et soudain, elle avait l'air de quelqu'un capable de négocier des traités de paix ou des OPA hostiles avec la même efficacité. Victor, c'est Sophia Daniels. J'ai une situation qui vous convient parfaitement. Fraude d'entreprise, adultère, conspiration et un tas d'idiots riches qui se croient intouchables. Oui, ça va être amusant. Elle a fixé un rendez-vous pour le lendemain et a raccroché avec un sourire satisfait. Voilà. Première phase terminée. Première phase de quoi exactement? Première phase pour s'assurer que Charles Mercé et ta femme infidèle regrettent le jour où ils ont décidé de te faire chier, Adrien Blake. Elle s'est levée et s'est étirée, jetant un dernier regard à mon appartement minable. Tu sais quoi? Cet endroit est en fait parfait. Parfait pourquoi? Filmer un documentaire sur le fond du trou. Parfait pour rester discret pendant que nous montons ton dossier. Ils pensent que tu es brisé et vaincu, caché dans un taudis du mauvais côté de la ville. Pendant ce temps, tu vas monter une équipe d'intervention légale qui va les frapper comme un train de marchandises. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. De l'espoir. Pas l'espoir délirant que tout irait bien, mais le genre froid et calculé qui vient avec un plan. Un plan qui impliquait de faire payer à ceux qui m'avaient trahi chaque minute d'humiliation qu'ils m'avaient fait subir. Sophia, dis-je, et pour la première fois depuis que j'avais surpris Mélissa et Charles, j'ai réellement souri. Je crois que je commence à aimer ce plan. Bien, a-t-elle dit en se dirigeant vers la porte, parce que demain, on joue pour de bon. Et Adrien, ces gens n'ont aucune idée de ce qu'ils ont déchaîné. En la regardant partir, j'ai réalisé que le fond du trou n'était peut-être pas la fin de mon histoire.
C'était peut-être juste la fondation dont j'avais besoin pour construire quelque chose de plus grand, de plus fort et d'infiniment plus dangereux que tout ce que Charles Mercer ou la famille Green pouvaient imaginer. Vous recevez parfois une de ces invitations clairement conçues pour être une exécution publique déguisée en rassemblement social? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres 3 jours après ma session de stratégie avec Sophia. Du papier cartonné de couleur crème, des lettres dorées en relief, tout le grand jeu de « Nous avons plus d'argent que de goût ». Vous êtes cordialement invité à célébrer les fiançailles de Melissa Green Blake et Charles Mercer. On aurait dit qu'il annonçait la fusion de deux entreprises du Fortune 500 plutôt que l'officialisation d'une liaison. La date était fixée au samedi soir au manoir de la famille Green et le code vestimentaire était « tenue de cocktail ». Traduction, venez nous regarder humilier Adrien en public tout en portant vos plus beaux atours. La décision intelligente aurait été de jeter cette invitation à la poubelle et de passer la soirée à faire littéralement n'importe quoi d'autre. Réorganiser mon tiroir à chaussettes, regarder la peinture sécher, me faire des soins dentaires amateurs. Mais apparemment, le bon sens était parti en vacances quelque part au moment où j'ai découvert ma femme en train de faire du patinage artistique de langue avec mon ex-patron. Alors, j'étais là, samedi soir à 20h, devant les portes de la famille Green, dans mon meilleur costume, qui, soyons honnêtes, ressemblait à une liquidation de friperie comparée à ce que tout le monde allait porter. Ma Honda Civic toussa et halta alors que je m'arrêtais à la station de voiturier où un jeune homme en nœud papillon regarda ma voiture comme si je venais de lui remettre un sac de déchets radioactifs. « Allez-vous rester longtemps, monsieur ?» demanda-t-il, espérant clairement que la réponse serait « juste assez longtemps pour déposer quelque chose et partir immédiatement. » « Assez longtemps, dis-je, rangeant mes clés dans ma poche et marchant vers le manoir comme si j'étais chez moi. La fausse confiance était ma nouvelle meilleure amie, et ce soir, nous allions être inséparables. La pelouse avait été transformée en quelque chose qui ressemblait à un décor de film pour gens riches s'amusant, le film. Des guirlandes lumineuses pendaient de chaque arbre. Des sculptures de glace qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel parsemaient le paysage. Et des serveurs en uniforme blancs impeccables circulaient avec du champagne qui, j'en suis presque sûr, coûtait plus cher par bouteille que la plupart des paiements de voiture. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai immédiatement eu l'impression d'être entré dans la fosse aux lions vêtus d'une tenue en viande. Le hall principal était bondé de l'élite de Denver, médecins, avocats, hommes d'affaires et autres membres du club des « je m'essuie le cul avec des billets de $100. » Ils riaient, bavardaient et faisaient semblant de se soucier des candidatures de leurs enfants à l'université. Mais je pouvais sentir leurs yeux sur moi dès que je suis entré. Les murmures ont commencé presque immédiatement. J'ai surpris des fragments de conversation en me frayant un chemin à travers la foule. N'est-ce pas le mari? Le pauvre bougre s'est vraiment montré. J'ai entendu dire qu'il avait été viré. Melissa a vraiment fait une mise à niveau. Oui, une bande de gens vraiment classe. Ces gens avaient élevé le commérage au rang d'art et ce soir, j'étais leur exposition vedette. J'ai attrapé un verre de champagne à un serveur de passage ou autant boire leur alcool cher pendant qu'ils disent des conneries sur moi et me suis positionné près du fond de la pièce où je pouvais regarder le spectacle sans être l'attraction principale. Le champagne avait le goût de leur liquide, ce qui était logique puisqu'il coûtait probablement à peu près la même chose. C'est alors que je les ai vus. Melissa trônait près de la cheminée en marbre, vêtue d'une robe qui criait « Je suis disponible et cher ». C'était une sorte de robe vert émeraude qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, et elle rayonnait du genre de bonheur qui vient de l'humiliation publique de son futur ex-mari. Autour de son cou se trouvait un collier de diamants qui captait la lumière à chaque mouvement, envoyant de petites étincelles à travers la pièce comme une boule disco faite de pure arrogance. Charles était juste à côté d'elle. Naturellement, son bras enroulé autour de sa taille comme s'il revendiquait son territoire. Il portait l'un de ces smokings qui nécessitaient probablement une équipe de tailleurs italiens et un petit prêt pour l'acquérir. Et il avait cette expression suffisante qui me donnait envie de faire connaissance avec son visage et mon poing de manière très personnelle. La foule autour d'eux se délectait. Ces gens aimaient un bon scandale presque autant qu'ils aimaient prétendre être moralement supérieurs à tout le monde. Melissa se prélassait dans l'attention comme un chat au soleil, jetant de temps en temps un coup d'œil autour de la pièce pour s'assurer que tout le monde regardait sa grande performance. C'est alors qu'elle m'a aperçu. Nos regards se sont croisés à travers la pièce bondée, et juste une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas de la culpabilité, Melissa ne connaissait pas la culpabilité, mais peut-être de la surprise que j'ai réellement eu le cran de me montrer. Elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à Charles,
qui s'est tourné pour me regarder avec le même sourire condescendant qu'il avait perfectionné pendant nos années de travail ensemble. Mélissa s'est redressée et a teinté son verre de champagne avec un couteau à beurre, le son traversant le brouhaha comme une sonnette de dîner. La pièce est progressivement devenue silencieuse, tous les regards tournés vers elle comme si elle était sur le point d'annoncer la guérison du cancer. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-elle commencé, sa voix empreinte de cette fausse douceur qu'elle avait perfectionnée pendant ses années de sororité. Charles et moi sommes si reconnaissants d'avoir tous nos amis et notre famille ici pour célébrer ce nouveau chapitre passionnant de nos vies. Nouveau chapitre ? Comme si nos 3 années de mariage avaient été une sorte de brouillon qu'elle s'était enfin décidée à corriger. Je sais que certains d'entre vous se posent des questions sur le timing, a-t-elle poursuivi, ses yeux balayant la foule avant de se poser à nouveau sur moi. Mais parfois, la vie a une façon de vous montrer ce que vous méritez vraiment. Charles m'a montré ce que signifie être avec un vrai partenaire, quelqu'un qui peut pourvoir, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et intellectuellement. La foule a murmuré son approbation, et j'ai senti ma mâchoire se serrer si fort que j'ai cru que mes dents allaient craquer. Elle le faisait vraiment. Elle utilisait réellement notre fête de fiançailles pour me tirer dessus devant la moitié de la haute société de Denver. À Charles, a-t-elle dit, levant son verre plus haut. Mon avenir, mon partenaire, ma vraie réussite. La foule a éclaté en applaudissements et a levé les verres. Tout le monde buvant au bonheur du couple tandis que je restais là, l'impression d'avoir été frappé au ventre devant un public en direct. Mais Mélissa n'avait pas fini. Charles s'est avancé, son bras serrant la taille de Mélissa alors qu'il levait son propre verre. Et à l'avenir, a-t-il dit, sa voix portant facilement à travers la pièce, à laisser derrière nous les gens qui n'ont pas pu suivre, et à construire quelque chose digne de l'avenir que nous méritons. Puis il m'a regardé directement, et son sourire est devenu absolument prédateur. Adrien est juste un homme qui n'a pas pu suivre. Le rire qui a suivi était comme des ongles sur un tableau noir. Ces gens, ces membres soi-disant civilisés, éduqués et raffinés de la société, riaient littéralement à mes dépens en sirotant du champagne qui coûtait plus cher que le budget épicerie de la plupart des gens. C'était comme revenir au lycée, sauf que les brutes portaient des vêtements de designer et conduisaient des voitures qui coûtaient plus cher que des maisons. Je suis resté la seule, mes poings si serrés dans mes poches que je pouvais sentir mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. L'humiliation était complète, totale et absolument intentionnelle. Il m'avait invité ici spécifiquement pour ce moment, pour me regarder rester là impuissant pendant qu'il célébrait la destruction de ma vie. C'est alors que j'ai senti quelqu'un s'approcher de moi, assez près pour que je puisse sentir sa présence sans regarder. Toute la pièce sembla changer, comme si la pression de l'air avait soudainement varié. Les rires s'éteignirent, remplacés par un silence si complet qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le sol en marbre. Je me suis légèrement tourné et j'ai vu une silhouette que je reconnaissais, mais que je ne pouvais pas tout à fait croire être vraiment là. La réaction de la foule le confirma. Les gens fixaient, certains la bouche littéralement ouverte, d'autres chuchotaient frénétiquement à leurs compagnons. Le visage de Charles était passé d'une satisfaction suffisante à une horreur absolue en l'espace d'environ 3 secondes. Son verre de champagne tremblait dans sa main, et quand il a essayé de parler, sa voix est sortie comme un croassement étranglé. « Oh mon Dieu !» a-t-il réussi à balbutier, les yeux écarquillés par quelque chose qui ressemblait étrangement à de la panique. C'est lui. Vous connaissez ce moment dans les films où la cavalerie arrive juste au moment où le héros est sur le point de se faire massacrer? Eh bien, apparemment, ce genre de choses arrive vraiment dans la vraie vie. Et laissez-moi vous dire, c'est encore plus satisfaisant que ce qu'Hollywood ne le montre. L'homme qui se tenait à côté de moi était Julian Cross. Et si vous ne connaissez pas ce nom, c'est que vous vivez sous une roche ou que vous ne prêtez pas attention à l'industrie de la santé. Ce type était en gros le Steve Jobs de la technologie médicale, sauf qu'au lieu de fabriquer des téléphones hors de prix, il avait bâti un empire qui a révolutionné la façon dont les hôpitaux gèrent tout, des soins aux patients aux chaînes d'approvisionnement. Forbes l'avait mis en couverture l'année dernière avec le titre « L'homme qui a réparé la santé ». Et en le voyant en personne, je pouvais comprendre pourquoi. Julian était une de ces personnes qui commandaient l'attention juste en existant. Il n'était pas particulièrement grand ou imposant, mais il avait cette présence qui faisait que tout le monde dans la pièce se sentait comme des personnages secondaires dans son histoire. Son costume coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens, mais il le portait comme si c'était juste un autre uniforme de mardi. Tout chez lui criait « J'ai plus d'argent que de petits pays et le pouvoir pour le soutenir ». Mais voici ce qui rendait toute la situation absolument parfaite.
Julian Cross était censé être à Singapour cette semaine, pour conclure un méga accord qui avait fait la une de toutes les publications économiques le mois dernier. Le fait qu'il se trouve dans le manoir de la famille Green à la fête de fiançailles de ma femme infidèle était comme voir une licorne chevaucher un dinosaure à travers le centre-ville de Denver. Charles avait l'air d'être sur le point de faire une attaque. Son visage était passé de son rose suffisant habituel à un blanc qui correspondait aux statues de marbre éparpillées autour du manoir. Le verre de champagne dans sa main tremblait tellement que j'étais surpris qu'il ne l'ait pas encore laissé tomber. « Monsieur Cross » a réussi à balbutier Charles, sa voix craquant comme celle d'un garçon de 13 ans essayant de demander à une fille d'aller au bal. « Je ne savais pas que vous étiez en ville. » Julian s'est tourné vers Charles avec le genre de sourire qui ferait pâlir un requin. « Charles » a-t-il dit, sa voix portant facilement à travers la pièce maintenant silencieuse. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » La foule était figée, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de leur petite vie privilégiée. Ces gens n'avaient pas l'habitude d'être éclipsés à leur propre fête. Et voir Julian Cross, putain, apparaître sans prévenir, c'était comme avoir le président qui débarque à votre barbecue. Melissa, à son crédit, s'est remise plus vite que son fiancé. Elle a glissé avec ce sourire étudié qu'elle avait perfectionné pendant ses années de concours de beauté, tendant la main comme si elle saluait la royauté. Monsieur Cross. Quel plaisir inattendu. Je suis Melissa Green-Black, bientôt Melissa Mercé. Je comprends, a dit Julian en lui serrant la main avec une sorte de politesse qui réussissait à être insultante. Félicitations pour votre transition. La façon dont il a dit « transition » donnait l'impression qu'elle parlait d'un changement de carrière plutôt que d'abandonner son mariage. Et j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Mais Julian n'avait pas fini. Il s'est tourné vers moi et a tendu la main. Et quand il a parlé, sa voix a porté à travers la pièce silencieuse comme s'il s'adressait à un conseil d'administration. « Adrien » a-t-il dit en me serrant fermement la main pour que tout le monde puisse voir. « Je suis content que vous soyez là. Nous avons beaucoup à célébrer. » Le souffle coupé collectif de la foule était audible. Ces gens m'avaient traité comme un lépreux pendant leur précédente, et maintenant l'homme le plus puissant de la santé me saluait comme si nous étions de vieux amis. Le changement soudain de dynamique sociale était si dramatique que je pouvais presque entendre leur cerveau court-circuiter. Harold Green s'est frayé un chemin à travers la foule, son visage rougi par la sorte de panique qui vient de réaliser que vous avez peut-être sérieusement mal calculé. Monsieur Cross, monsieur, c'est un tel honneur. Je suis Harold Green, le père de Melissa. Si nous avions su que vous veniez, nous aurions. Aurions quoi, a interrompu Julian, son ton poli, mais assez tranchant pour couper le verre. Traitez votre gendre avec plus de respect. Le silence qui a suivi était si complet qu'on aurait pu y pratiquer une opération chirurgicale. La bouche d'Harold s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson cherchant de l'air, tandis que Patricia serrait ses perles si fort que j'étais surpris que le fil ne casse pas. Julian a continué, sa voix ne perdant jamais ce ton conversationnel qui faisait pourtant que chaque mot frappait comme un marteau. Vous voyez, Adrien n'est pas seulement un invité à cette fête. Il est mon partenaire commercial. Le contrat que nous avons signé la semaine dernière, celui qui vaut 25 millions de dollars. Ce n'est que le début. 25 millions de dollars. Il l'avait dit assez fort pour que toute la pièce l'entende, et l'effet fut immédiat. La foule a commencé à chuchoter frénétiquement, le son augmentant comme un essaim d'abeilles particulièrement bavardes. Ces gens vivent pour ce genre de drame, et Julian venait de leur servir un repas à 5 plats. Charles semblait sur le point de vomir. Son visage était passé du blanc au vert et il chancelait légèrement comme si quelqu'un l'avait frappé avec une batte de baseball. 25 millions, a-t-il réussi à croasser. Investissement initial, a confirmé Julian avec le ton décontracté de quelqu'un qui discute de la météo. L'IA logistique d'Adrien va révolutionner la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la santé en Amérique du Nord. Nous prévoyons un impact sur le marché de l'ordre de plusieurs milliards. Des milliards. La foule dévorait cette information. Leur attention se déplaçait de Charles et Melissa vers moi comme si j'étais soudain devenu la personne la plus intéressante de la pièce, ce qui, soyons honnêtes, était le cas. Le sourire de Melissa commençait à se craqueler. Elle était passée de future mariée rayonnante à biche affolée plus vite que la Bentley de son père ne pouvait passer de 0 à 100. Adrien n'a jamais mentionné de contrat, a-t-elle dit, sa voix tendue d'une joie forcée. Probablement parce qu'il est modeste, a répondu Julian.
Et je jure que je l'ai vu me faire un clin d'œil. Contrairement à certaines personnes, Adrien n'a pas besoin d'annoncer son succès à tout le monde. Le coup bas à Charles était si évident qu'il aurait pu être accompagné de néons, et la foule l'a certainement compris. Quelques personnes souriaient même maintenant, la marée sociale tournant plus vite que les promesses de campagne d'un politicien. Patricia Green, qui était restée figée comme une statue pendant les 5 dernières minutes, a soudain retrouvé sa voix. « Monsieur Cross, monsieur, il y a sûrement eu une erreur. Adrien vient d'être renvoyé de Harrison Tech. Il vit dans un appartement affreux. » Par choix, l'a coupé Julien en douceur. Parfois, les gens les plus performants préfèrent rester discrets pendant qu'ils construisent des empires. L'appartement d'Adrien est temporaire. Son succès, en revanche, est permanent. C'est alors que Charles a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie plus comme un gémissement que le ton autoritaire qu'il avait utilisé plus tôt. Mais le contrat de Harrison Tech. Nous étions censés obtenir une licence pour sa technologie par le biais de notre partenariat avec. Vous l'étiez ? Les sourcils de Julien se sont levés avec une surprise feinte. Comme c'est intéressant. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, Adrien était le propriétaire exclusif de cette technologie. Tout accord de licence devrait passer directement par lui. Les implications ont frappé Charles comme un train de marchandises. Sa bouche est tombée alors qu'il réalisait que non seulement il avait perdu la technologie d'Adrien quand il l'avait viré, mais qu'en plus son ancien employé travaillait maintenant directement avec la seule entreprise avec laquelle Harrison Tech avait désespérément essayé de s'associer. En fait, a continué Julien, se régalant clairement maintenant. Adrien et moi discutions justement de la possibilité d'étendre notre partenariat. Nous sommes toujours à la recherche d'entreprises innovantes avec lesquelles travailler, bien que nous soyons assez sélectifs quant au caractère et aux pratiques commerciales de nos partenaires. La menace était subtile mais indubitable. Julien Cross pouvait faire ou défaire des entreprises d'un coup de fil, et il venait en gros d'annoncer que Harrison Tech était sur sa liste noire. La foule était maintenant en mode chuchotis intense, le son augmentant comme une tempête qui se lève. Ces gens pouvaient sentir le sang dans l'eau, et les requins commençaient à tourner. Charles et Mélissa étaient passés du couple en or de la soirée à parias sociaux en l'espace d'environ 10 minutes. Julien a regardé sa montre, probablement une Rolex qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens, et s'est tourné vers moi. « Adrien, devrions-nous discuter de ces plans d'expansion ? Je crois que nous avons une réunion tôt le matin. » « Bien sûr, ai-je dit, retrouvant ma voix pour la première fois depuis son arrivée. Menez la danse. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, la voix de Julien retentit une dernière fois à l'intention de la foule stupéfaite. Passez une bonne fin de soirée, tout le monde. Je suis sûr qu'elle sera mémorable. La dernière chose que j'ai vue avant de partir, c'était Charles, figé au milieu de la pièce, tenant toujours son verre de champagne, l'air d'un homme qui venait de voir son monde entier s'effondrer en temps réel. Vous savez ce qu'on dit, que la vengeance est un plat qui se mange froid. Eh bien, apparemment personne n'avait dit ça à Sophia Daniels parce que la femme la servait brûlante avec en accompagnement un « Allons-y, détruisons ces salauds complètement ». C'était un lundi matin, exactement 48 heures après que Julien Cross ait en gros atomisé la fête de fiançailles de Charles et Mélissa, et j'étais assis dans le cabinet d'avocat de Victor Haye, l'impression d'avoir été casté dans une sorte de thriller juridique. Où j'étais à la fois la victime et le type qui complotait la chute. Le bureau de Victor était exactement ce qu'on attendrait de l'avocat d'affaires le plus impitoyable de Denver. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, des meubles en cuir qui coûtaient probablement plus cher que ma Honda, et des livres de droit arrangés avec le genre de précision qui suggérait qu'il les lisait réellement au lieu de simplement les utiliser comme décoration. L'homme lui-même avait l'air d'avoir été conçu en laboratoire spécifiquement pour intimider le conseil adverse. Costume élégant, yeux perçants, et le genre de sourire qui vous donnait envie de vérifier votre portefeuille après coup. « Adrien » a-t-il dit, s'installant derrière son bureau massif comme un général préparant la guerre. Sophia m'a donné les bases, mais j'ai besoin de détails. Chaque petit secret sale, chaque décision commerciale douteuse, chaque fois que Charles Mercéa, ne serait-ce que traverser la rue en dehors des passages cloutés, nous allons retourner ces gens de fond en comble. C'est alors que Sophia a sorti son ordinateur portable et a fait craquer ses doigts comme une pianiste se préparant pour Carnegie Hall. « Oh, Victor » a-t-elle dit avec ce sourire prédateur dont je me souvenais de nos jours d'université. « Vous allez adorer ça. » Pendant les 3 heures qui ont suivi, j'ai regardé Sophia opérer sa magie. Et laissez-moi vous dire,
cette femme était une artiste. Elle avait fouillé dans les affaires de Charles et Mélissa pendant la semaine précédente. Et ce qu'elle avait découvert était comme de découvrir que votre restaurant préféré servait de la viande d'animaux écrasés sur la route et l'appelait côte de bœuf de première qualité. Commençons par les choses évidentes, a dit Sophia, affichant des relevés bancaires sur son écran. Charles a détourné des ressources de Harrison Tech vers quelque chose appelé Green Innovation LLC. Vous voulez deviner qui est l'actionnaire principal? Je n'avais pas besoin de deviner. Le sentiment de malaise dans mon estomac me disait tout ce que je devais savoir. Mélissa, a dit Victor, se penchant en avant avec le genre d'intérêt qu'un requin montre quand il sent le sang. Bingo. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les doigts de Sophia ont volé sur le clavier, affichant des documents d'incorporation qui semblaient assez officiels pour tromper la plupart des gens. Green Innovation était censé développer un logiciel logistique de pointe. Ça vous dit quelque chose? Ça me disait quelque chose parce que c'était mon putain de logiciel. L'IA logistique que j'avais passé 3 ans à développer, la même technologie que Julian Cross venait de payer 25 millions de dollars, était apparemment revendiquée par l'entreprise écran de ma future ex-femme. Ces salauds, ai-je marmonné, sentant cette rage familière monter dans ma poitrine comme de la vapeur dans une cocotte minute. Oh, nous ne faisons que commencer, a dit Sophia, se régalant clairement. Victor, vous vous souvenez quand vous avez posé la question sur les décisions commerciales douteuses? Eh bien, Charles a joué avec les accords de propriété intellectuelle de Harrison Tech. Selon ces documents, toute technologie développée par des employés utilisant les ressources de l'entreprise appartient techniquement à l'entreprise, sauf qu'Adrien a développé son IA sur son propre temps en utilisant son propre équipement. Victor a dit, son cerveau d'avocat ayant déjà 3 coups d'avance. Exactement. Mais Charles a déposé des documents affirmant qu'elle avait été développée pendant les heures de travail en utilisant les ordinateurs de l'entreprise. Le problème, c'est qu'Adrien a des fichiers personnels horodatés remontant à 2 ans qui prouvent le contraire. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les fichiers de sauvegarde que j'avais conservés sur mon stockage cloud personnel. Chaque itération, chaque avancée, chaque session de codage tard dans la nuit, tout documenté et daté, montrant clairement que j'avais travaillé sur ce projet à la maison, les week-ends, pendant mon propre temps. Magnifique, a dit Victor, son sourire s'élargissant. C'est de la fraude, de la conspiration et du vol de propriété intellectuelle. Mais s'il vous plaît, dites-moi qu'il y en a plus. Le sourire de Sophia aurait pu alimenter la moitié de Denver. Oh, il y en a tellement plus. Vous vous souvenez comment Mélissa semblait toujours savoir exactement ce qui se passait chez Harrison Tech avant même moi? Eh bien, il s'avère que Charles lui a donné accès à des informations confidentielles de l'entreprise, y compris des dossiers d'employés, des rapports financiers et des calendriers de développement. Elle a affiché des chaînes de courriels qui me faisaient bouillir le sang. Des messages entre Charles et Mélissa discutant de mon travail, de mes progrès, de mes revers, tout cela partagé comme si j'étais une sorte d'expérience scientifique qu'ils surveillaient. Regardez celui-ci, a dit Sophia, soulignant un courriel datant d'il y a 3 mois. Charles à Mélissa, l'IA d'Adrien est sur le point d'être terminée. Nous devons accélérer notre calendrier. Le dépôt de brevet devrait être prêt la semaine prochaine. Dépôt de brevet. Ils avaient prévu de voler mon travail et de le breveter sous Green Innovation, me coupant complètement. La trahison était si complète, si minutieusement planifiée que cela m'a coupé le souffle. Et celui-ci, a continué Sophia, affichant un autre email. Mélissa à Charles, il ne s'en remettra jamais. Une fois que nous aurons la technologie et qu'il sera hors de la photo, nous pourrons avancer sans aucune complication. C'était là, noir sur blanc. La preuve qu'il complotait contre moi depuis des mois, peut-être plus longtemps. Ce n'était pas une affaire spontanée qui avait mal tourné. C'était un plan calculé pour détruire ma vie et voler mon travail. Victor prenait des notes frénétiquement, son stylo griffonnant sur des carnets de papier comme s'il composait une symphonie de litiges. C'est bon. C'est très bon, mais j'ai besoin de plus de relevés financiers, de journaux de communication, tout ce qui montre un schéma de tromperie. J'ai déjà une longueur d'avance, a dit Sophia, affichant ce qui semblait être des mois de relevés financiers détaillés. J'ai suivi leurs habitudes de dépenses, et Charles a utilisé les cartes de crédit d'entreprise de Harrison Tech pour des dépenses personnelles, des dîners avec Mélissa, des chambres d'hôtel, des bijoux, y compris ce collier de diamants qu'elle portait à la fête. Vol d'entreprise, a noté Victor,
l'ajoutant à sa liste croissante. Mais attendez, il y a plus, a dit Sophia, faisant de son mieux pour imiter une publicité. Charles a également falsifié des notes de frais, déclarant des voyages d'affaires qui étaient en fait des escapades romantiques avec Melissa. La conférence de Napa Valley qui n'a jamais existé, le sommet Tech d'Austin, qui était en fait un week-end spa. Tout cela payé par les actionnaires de Harrison Tech. Je commençais à avoir le vertige devant l'ampleur de leur tromperie. Depuis combien de temps cela dure-t-il, d'après ces dossiers? Au moins 18 mois. Probablement plus longtemps. L'expression de Sophia s'est légèrement adoucie. Adrien, je suis désolé. Je sais que c'est difficile à entendre, mais il planifiait ça depuis longtemps. 18 mois. Pendant que je me tuais à la tâche, restant tard au bureau, manquant des dîners et des week-ends parce que je pensais que je construisais quelque chose pour notre avenir. Il planifiait systématiquement ma chute. Il y a autre chose, a dit Sophia doucement. J'ai trouvé le calendrier original de quand ils avaient prévu de te virer. C'était censé arriver juste après la réunion Medfair, après qu'ils aient sécurisé l'accord de licence en utilisant ta technologie. Qu'est-ce qui a changé, a demandé Victor. Adrien les a devancés. Quand il a signé directement avec Julian Cross, ça a foutu en l'air tout leur plan. C'est pourquoi Charles semblait si perturbé à la fête. Il ne perdait pas seulement la technologie d'Adrien. Il perdait des mois de planification minutieuse. Victor s'est penché en arrière dans sa chaise, joignant les doigts comme un méchant de film qui vient de trouver le plan parfait. Messieurs et dames, ce que nous avons ici n'est pas seulement de l'adultère et du vol d'entreprise. C'est une conspiration à grande échelle impliquant la fraude, le détournement de fonds et le vol de propriété intellectuelle. Nous n'allons pas seulement gagner cette affaire? Nous allons les anéantir. Quel est notre prochain mouvement, ai-je demandé, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. L'espoir. Pas le genre naïf qui croit que tout ira bien, mais le genre froid et calculé qui vient avec des preuves et des alliés. Nous déposons tout. Accusations criminelles, poursuites civiles, plaintes éthiques auprès du barreau, l'option nucléaire complète. Le sourire de Victor était absolument prédateur. Charles Mercé et Melissa Greenblatt sont sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on vole la mauvaise personne. Sophia a fermé son ordinateur portable avec un claquement satisfaisant. Il pensait qu'il jouait aux échecs pendant que tu jouais aux dames, Adrien. Il s'avère que nous jouions tous au poker et nous venons de leur montrer notre quinte flush royale. En sortant du bureau de Victor cet après-midi-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'avais surpris Melissa et Charles, le pouvoir. Ces gens m'avaient sous-estimé, traité comme un pion jetable dans leur petit jeu de cupidité et de trahison. Maintenant, il était temps de leur montrer à quel point ils s'étaient trompés. Vous connaissez ce sentiment quand vous êtes sur le point de larguer une bombe nucléaire sur la vie de quelqu'un et que vous vibrez presque d'anticipation? Eh bien, c'était moi ce jeudi matin, assis dans mon minable appartement de location, regardant l'horloge s'approcher de 10 heures comme s'il s'agissait du compte à rebours du Nouvel An. Aujourd'hui, c'était le jour J. L'opération « Fais le mal et tu le paieras » était officiellement lancée et Charles Mercé et Melissa Greenblatt étaient sur le point de découvrir que le karma ne se contente pas de revenir en arrière. Parfois, il se présente avec une équipe d'avocats et une cargaison de preuves. Victor avait passé la semaine dernière à élaborer ce qu'il appelait un chef-d'œuvre juridique, déposant des documents auprès du tribunal de district de Denver qui ressemblait à une collection des plus grands succès du monde des affaires, fraude, rupture de devoirs fiduciaires, conspiration. Détournement de fonds, vol de propriété intellectuelle et environ 12 autres accusations qui feraient la fierté d'un avocat de la mafia. L'homme avait en gros écrit les nécrologies professionnelles de Charles et Melissa en termes juridiques. Mais voici la belle partie. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Victor avait tout chronométré parfaitement, s'assurant que les papiers seraient signifiés avec un potentiel d'humiliation maximale. Et croyez-moi, lorsque vous avez affaire à des gens dont toute l'existence tourne autour du maintien de leur image publique, le timing est primordial. Mon téléphone a vibré à exactement 10h15. Message texte de Sophia. L'aigle a atterri. Répète, l'aigle a atterri. Notre huissier, un type nommé Tony, qui avait l'air de pouvoir soulever une petite voiture, venait de livrer les documents du procès à Charles et Melissa au Ritz-Carlton, en centre-ville. Où il prenait ce que les pages mondaines avaient appelé un brunch de fiançailles intime avec des amis proches et de la famille. Intime, n'est-ce pas?
Parce que rien ne dit intime comme inviter 2 douzaines des plus grands commérages de Denver à vous regarder célébrer la destruction du mariage de quelqu'un. Sophia avait fait ses devoirs comme d'habitude. Elle avait découvert le brunch grâce à l'histoire Instagram de Melissa, car bien sûr, Melissa documentait chaque seconde de son conte de fées romantiques pour la validation des réseaux sociaux. La femme avait posté des photos des belles tables, des mimosas qui coûtaient probablement plus cher que les factures d'épicerie de la plupart des gens, et un selfie avec Charles légendé, « Je vis ma meilleure vie avec mon meilleur homme ». Oui, eh bien, votre meilleure vie était sur le point de subir un choc de réalité servi avec une pincée d'accusation fédérale. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. La voix de Victor ronronnait presque de satisfaction. Adrien, je dois dire, 30 ans de pratique du droit, et je n'ai jamais entendu des cris comme ça. Des cris. Oh oui. Apparemment, la réaction de Patricia Green en voyant les documents du procès était audible depuis le hall, 3 étages plus bas. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Patricia Green, la femme qui traitait le contrôle du volume comme une faiblesse personnelle, avait enfin trouvé quelque chose pour lequel crier. Ce n'était pas la faute de la domesticité qui utilisait les mauvais verres en cristal. Et Charles et Melissa? Selon Tony, Charles est devenu blanc comme un drap et a commencé à hyperventiler. Melissa a jeté son mimosa sur l'huissier, l'a complètement manqué, et a plutôt touché Harold. L'image mentale de Harold Green dégoulinant de champagne cher et de jus d'orange tandis que sa fille faisait une crise publique était si satisfaisante que j'ai presque eu honte d'en profiter. Presque. Le meilleur, a continué Victor, c'est qu'environ la moitié de l'élite sociale de Denver a été témoin de tout ça. Tony a dit que l'endroit est devenu silencieux, puis a éclaté en chuchotis. Je parie que l'histoire fait déjà le tour de tous les clubs de campagne de la ville. C'était ça avec les riches. Ils aiment le drame presque autant qu'ils aiment l'argent, surtout quand il s'agit de voir la vie soigneusement construite de quelqu'un d'autre imploser de manière spectaculaire. Au dîner, tous les mondains de Denver sauraient que Charles Mercé et Melissa Green-Blake faisaient face à de graves accusations fédérales. Combien de temps avant qu'ils n'appellent, ai-je demandé. Oh, Charles a déjà essayé 3 fois. Ma secrétaire lui a dit que j'étais au tribunal toute la journée. Le rire de Victor était celui d'un pur génie diabolique. Laissez-les transpirer. Le désespoir rend les gens stupides et les gens stupides font des erreurs. L'appel suivant est venu de Sophia 1 heure plus tard. Adrien, il faut que tu vois ça. Melissa est en pleine crise sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert son compte Instagram et bon sang, c'était comme regarder un train dérailler en temps réel. La femme qui publiait habituellement des images soigneusement sélectionnées de sa vie parfaite était maintenant en train de déchaîner histoire après histoire d'une rage à peine cohérente. C'est du harcèlement, lisez une histoire, postée sur une photo de ce qui ressemblait à des documents juridiques éparpillés sur une table de restaurant. Mes avocats vont détruire quiconque est derrière ça. Une autre histoire la montrait en train de pleurer dans ce qui semblait être l'arrière d'un Uber, le mascara coulant sur son visage comme des larmes noires. Certaines personnes ne supportent pas le succès et feront n'importe quoi pour vous rabaisser. Mais ma préférée était celle où elle était clairement ivre, filmée sous un angle peu flatteur dans ce qui ressemblait à la cave à vin de la famille Green, marmonnant dans son téléphone. Adrien Blake est un pauvre perdant qui n'arrive pas à accepter que j'ai fait une meilleure affaire. Charles est 2 fois l'homme qu'il ne sera jamais. Elle est en train de sombrer, a dit Sophia quand je l'ai rappelé. C'est magnifique. Elle crée des preuves pour nous en temps réel. Qu'est-ce que tu veux dire? Diffamation, Adrien. Chacun de ces messages est une charge supplémentaire que nous pouvons ajouter au dossier. Et celui de l'ivrogne, ça va très bien passer devant un jury. L'après-midi a apporté des nouvelles encore meilleures. Julian Cross m'a appelé personnellement pour me faire savoir que Harrison Tech avait contacté Metasphere pour tenter de sauver une sorte d'accord de partenariat. Ils sont en mode panique totale, a dit Julian, sa voix empreinte de l'amusement de quelqu'un qui regarde des idiots creuser leur propre tombe. Charles a appelé mon bureau 4 fois aujourd'hui, exigeant de me parler pour gérer la crise. Mon assistante lui a dit que j'étais indisponible pour une durée indéterminée. Qu'ont-ils offert? Tout. Droit de licence exclusif, tarif réduit, ils ont même offert de faire de Charles un consultant sur le projet. Julian a ri. Le désespoir était presque embarrassant à observer. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que Metasphere Corporation ne fait pas affaire avec des entreprises sous enquête fédérale. Cela me semblait être une bonne pratique commerciale. Ce soir-là,
Harold Green m'a appelé directement. L'homme qui m'avait qualifié de « pauvre pion sans valeur », quelques jours plus tôt parlait maintenant avec les tons bas et désespérés habituellement réservés aux négociations d'otages. « Adrien », a-t-il dit, sa voix légèrement tremblante. « Je crois qu'il y a eu une sorte de malentendu. Nous pouvons sûrement arranger ça comme des gens civilisés. » Des gens civilisés, ai-je répété, savourant l'ironie. Vous voulez dire comme vous avez été civilisé quand vous m'avez dit que je méritais ce qui m'arrivait, ou quand vous avez dit que je n'étais pas assez bien pour votre fille? Maintenant, écoutez-moi bien. Non, Harold. Écoutez-moi bien. Votre fille et son petit ami ont commis de multiples crimes. Ils ont volé ma propriété intellectuelle, escroqué leur employeur et conspiré pour détruire ma carrière. Le seul malentendu ici, c'est que vous pensiez que j'allais me laisser faire. Cela détruira la réputation de Melissa. Melissa a détruit sa propre réputation lorsqu'elle a décidé de coucher avec mon patron dans mon lit. Je ne fais que m'assurer que tout le monde le sache. J'ai raccroché au nez, ce qui m'a fait presque autant de bien que de signer ce contrat de 25 millions de dollars. Le dernier appel de la journée est venu de Charles lui-même. Il essayait d'avoir l'air confiant, mais j'entendais la panique sous ses mots comme un moteur de voiture sur le point de caler. Adrien, c'est ridicule. Nous savons tous les deux que tout cela n'est qu'une question de vos sentiments blessés à propos de Melissa. Abandonnez le procès et nous pourrons discuter d'un règlement raisonnable. Règlement? J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer. Charles, vous risquez 5 à 10 ans de prison fédérale. Qu'est-ce que vous pensez avoir à négocier exactement? Vous bluffez. Vous n'avez aucune preuve concrète. Relevé bancaire, chaîne de courriel, notes de frais falsifiées, documentation sur le vol de propriété intellectuelle, et environ 3 douzaines de témoins de vos divers crimes. Mais bien sûr, je bluffe complètement. Le silence à l'autre bout du fil était si complet que j'ai cru qu'il avait raccroché. Charles, tu es toujours là, mon vieux. Ce n'est pas fini, a-t-il finalement réussi à dire, sa voix craquant comme celle d'un adolescent de 13 ans essayant de faire le dur. Vous avez absolument raison, ai-je dit. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Alors que je raccrochais et regardais mon petit appartement minable, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Je n'étais plus la victime. J'étais le gars avec les preuves, les alliés et le contrat de 25 millions de dollars. Et demain, le vrai plaisir commencerait. Vous connaissez ce moment dans chaque drame judiciaire où la musique enfle et où la justice est rendue avec une touche d'ironie dramatique? Eh bien, la vraie vie ne vient pas avec une bande-son. Mais laissez-moi vous dire, le silence dans la salle d'audience de la juge Eleanor Gay était plus électrique que n'importe quelle partition hollywoodienne. 6 semaines après avoir signifié ces magnifiques documents de procès, nous étions enfin là. Le moment était venu. Le tribunal de district de Denver était plus bondé qu'un wagon de métro à l'heure de pointe, car apparemment, regarder des riches se faire remonter les bretelles était un meilleur divertissement que tout ce que Netflix avait à offrir. La section presse ressemblait à une convention médiatique, et j'ai compté au moins 3 caméras que je reconnaissais des chaînes d'information locales. La juge Grace était exactement ce que l'on attendrait d'une juge fédérale. Aiguisée comme un rasoir, tolérance zéro pour les inepties et le genre de regard qui pouvait faire avouer à un criminel chevronné des crimes qu'il n'avait même pas commis. Elle était sur le banc depuis 20 ans, et la rumeur voulait qu'elle n'ait jamais rencontré un criminel en col blanc qu'elle ne pouvait pas percer à jour comme du film plastique bon marché. Charles et Melissa étaient assis à la table des accusés, l'air d'être habillés pour leurs propres funérailles. Charles portait ce qui était probablement un costume à 5000 $, mais il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des semaines. Son arrogance habituelle avait été remplacée par le genre d'énergie nerveuse que l'on voit chez les gens qui viennent de réaliser qu'ils sont complètement foutus. Melissa avait opté pour le look de victime innocente, tout en vêtements blancs et maquillage minimal. Mais elle me lançait des regards assassins comme si tout cela était de ma faute au lieu de la conséquence naturelle de son comportement de menteuse, de tricheuse et de voleuse. Leur équipe juridique avait l'air coûteuse et désespérée, ce qui n'est jamais une bonne combinaison. 3 avocats en costumes assortis, tous essayant d'avoir l'air confiants tout en sachant clairement qu'ils avaient tiré l'équivalent juridique d'une mauvaise main. L'avocat principal, un ponte d'un cabinet qui facturait plus de l'heure que la plupart des gens ne gagnaient en un mois, continuait de feuilleter des papiers comme s'il cherchait un miracle caché dans la paperasse. Victor, d'un autre côté, avait l'air d'un homme qui avait attendu toute sa carrière ce moment. Il avait présenté nos preuves avec la précision d'un horloger suisse.
Chaque document organisé, chaque témoin préparé, chaque pièce du puzzle prête à se mettre en place. Sophia était assise derrière nous dans la galerie, son ordinateur portable ouvert et prêt à fournir un soutien technique si nécessaire, souriant comme un enfant le matin de Noël. « Votre honneur », commença Victor, debout avec le genre de confiance qui vient d'un dossier en béton. Ce que nous avons devant nous aujourd'hui n'est pas seulement un simple cas de fraude d'entreprise. Il s'agit d'une conspiration calculée qui s'étend sur 18 mois, impliquant le vol de propriété intellectuelle, le détournement de fonds d'entreprise et une campagne systématique pour détruire la carrière et la réputation de mon client. Il se dirigea vers le box des jurés comme s'il donnait une conférence TED, brandissant la première pièce à conviction, le contrat original que j'avais signé avec Julian Cross. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous un contrat de 25 millions de dollars pour une technologie que les accusés ont tenté de voler. Pas d'emprunter, pas de céder sous licence, pas d'acheter, mais de voler. Le jury dévorait chaque mot. 12 personnes ordinaires qui travaillaient pour de vrai pour de l'argent réel, regardant des riches essayer d'expliquer pourquoi ils pensaient pouvoir prendre tout ce qu'ils voulaient. Le président du jury, un homme qui semblait avoir passé sa vie à travailler de ses mains, prenait des notes comme s'il prévoyait d'écrire un livre sur le sujet. L'avocat de Charles s'est levé pour sa déclaration d'ouverture, et on pouvait dire qu'il luttait déjà à contre-courant. Votre honneur, mes clients sont les victimes d'un ex-mari vindicatif qui ne peut accepter que son mariage soit terminé. Monsieur Blake utilise le système judiciaire pour se venger personnellement. Objection, a dit Victor calmement. Le Conseil a-t-il l'intention d'aborder les preuves documentées de détournement de fonds ou allons-nous prétendre qu'il s'agit de sentiments blessés? Admis, a dit la juge grave sèchement. Le Conseil s'en tiendra aux faits. Et bon sang, nous avions des faits. Victor a présenté notre affaire comme s'il dirigeait un orchestre symphonique. Chaque pièce à conviction s'appuyant sur la précédente jusqu'à ce que l'ensemble du tableau devienne indéniable. Relevé bancaire montrant Charles détournant de l'argent de l'entreprise vers la société écran de Melissa. Des chaînes de courriels prouvant qu'ils avaient planifié de voler ma technologie pendant des mois. Des notes de frais montrant Charles facturant à Harrison Tech des escapades romantiques avec sa maîtresse. Les vrais feux d'artifice ont commencé lorsque Victor a appelé Julian Cross à la barre. L'homme est entré dans cette salle d'audience comme s'il en était le propriétaire, ce qui, compte tenu de sa fortune, était probablement le cas. Son témoignage fut dévastateur dans sa simplicité. Monsieur Cross, a dit Victor, à votre avis professionnel, quelle est la valeur de la technologie dialogistique de Monsieur Blake? Estimation conservatrice? 50 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Mais la vraie valeur réside dans les applications potentielles. Cette technologie pourrait révolutionner la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans de multiples industries. Et Harrison Tech ou l'un de ses représentants vous a-t-il déjà contacté pour obtenir une licence pour cette technologie? Le sourire de Julian était absolument prédateur. Plusieurs fois. En fait, Monsieur Mercer a appelé mon bureau 17 fois au cours des 2 semaines qui ont suivi la signature de notre contrat avec Monsieur Blake. Il semblait assez désespéré. Charles a tressailli quand Julian a dit cela, et j'ai vu un des jurés écrire quelque chose avec une emphase particulière. Mais le vrai spectacle a commencé quand Melissa a pris la barre. Elle avait clairement été entraînée par ses avocats à paraître pleine de remords et sympathique, mais Melissa n'avait jamais été douée pour cacher sa vraie nature très longtemps. Victor a commencé par des questions faciles, la laissant raconter sa version de l'histoire. Elle se décrivait comme une femme piégée dans un mariage sans amour, cherchant du réconfort auprès d'un homme qui comprenait ses besoins. Des trucs vraiment tragiques, si l'on ignorait la partie où elle avait systématiquement volé le travail de ma vie. Madame Greenblatt, a dit Victor, son ton changeant subtilement. Vous avez témoigné que votre relation avec Monsieur Mercer a commencé parce que vous vous sentiez négligé par votre mari. Est-ce exact? Oui, a-t-elle dit en tapotant ses yeux avec un mouchoir. Adrien travaillait toujours concentré sur ses ordinateurs. Charles me faisait me sentir valorisé. Je vois. Et quand avez-vous appris pour la première fois le projet dialogistique de votre mari? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Victor a sorti un courriel imprimé et le lui a tendu. C'est un courriel que vous avez envoyé à Monsieur Mercer il y a 14 mois. Voudriez-vous lire la partie surlignée au jury? Le visage de Melissa est devenu blanc en lisant l'email. C'est sorti de son contexte. S'il vous plaît, lisez-le à voix haute, Madame Greenblatt.
Sa voix était à peine un murmure. Le projet d'IA d'Adrien progresse plus vite que prévu. Nous devons accélérer notre calendrier pour le dépôt de brevet. La salle d'audience a éclaté en chuchotis. Même les avocats coûteux de Charles ne pouvaient cacher leurs grimaces. Madame Greenblatt, a continué Victor, sa voix devenant plus perçante. Cet email est daté de 6 mois avant que vous ne prétendiez que votre liaison avec Monsieur Mercé ait commencé. Comment expliquez-vous discuter du dépôt de brevet pour le travail de votre mari avant même d'avoir commencé votre relation avec l'homme qui était censé déposer ses brevets? Nous étions. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Ce que ça a l'air, Madame Greenblatt, c'est une conspiration. Ce que ça a l'air, c'est que vous et Monsieur Mercé avez planifié tout ce stratagème depuis le début. Ce que ça a l'air, c'est que votre mariage n'était rien de plus qu'un espionnage industriel déguisé en relation. Mélissa a complètement craqué. Tout ce coaching, toute cette préparation, tous ces avocats coûteux, et elle est retombée dans ses travers juste là, devant Dieu, le jury et 3 caméras d'information. Vous ne comprenez pas, a-t-elle hurlé, bondissant de la chaise des témoins. Adrien n'était rien. Il était un inconnu travaillant dans un cubicle, n'allant nulle part. Charles m'a offert un vrai avenir, un vrai succès. Je méritais mieux qu'un minable qui ne pouvait même pas m'emmener dans des restaurants décents. Le silence qui a suivi était absolu. Même la greffière avait arrêté de taper, fixant Mélissa comme si elle venait d'avouer un meurtre en direct à la télévision. La juge grave a frappé son marteau une fois, le son résonnant dans la salle d'audience comme un coup de feu. Madame Greenblatt, vous allez vous asseoir et vous calmer, ou vous serez tenue pour outrage au tribunal. Mais le mal était fait. Mélissa venait d'admettre devant un jury et plusieurs caméras qu'elle m'avait épousé sous de faux prétextes et qu'elle avait conspiré avec Charles pour voler mon travail parce qu'elle pensait que je n'étais pas assez bien pour elle. Victor s'est tourné vers le jury avec un regard de vindication satisfaite. Mesdames et messieurs, je ne pense pas avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce témoignage. Quand ils ont diffusé l'enregistrement audio que Sophia avait en quelque sorte obtenu, Mélissa et Charles dans un café, riant de la façon dont ils m'avaient écrasé et dont je ne m'en remettrai jamais, j'ai vu les visages du jury devenir de pierre. La défense a tenté de se ressaisir, mais on ne peut pas faire en sorte qu'une cloche qui a sonné ne sonne plus, et Mélissa venait de sonner la cloche de la liberté à plein volume. Charles a pris la barre et a essayé de se présenter comme un homme d'affaires prenant des décisions difficiles. Mais après que son complice ait en gros avoué une conspiration devant la caméra, son témoignage sonnait comme un homme essayant d'expliquer pourquoi l'eau n'est pas mouillée. Alors que les plaidoiries finales se terminaient, j'ai regardé autour de cette salle d'audience et j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. Je n'étais plus le mari brisé et humilié. J'étais celui qui s'était battu, qui avait refusé d'être une victime, qui avait renversé la situation sur des gens qui se croyaient intouchables. Le jury a délibéré pendant exactement 47 minutes, pas assez longtemps pour commander le déjeuner. Quand ils sont revenus, le président s'est levé avec une satisfaction morne qui signifiait que quelqu'un était sur le point d'obtenir exactement ce qu'il méritait. Dans l'affaire Blake contre Mercé et Greenblatt, a-t-il dit, sa voix portant clairement à travers la salle d'audience silencieuse. Nous trouvons en faveur du plaignant sur tous les chefs d'accusation. Vous connaissez ce moment où l'univers décide enfin de rééquilibrer la balance et où vous assistez à une vengeance tellement épique qu'elle devrait avoir sa propre compilation de moments forts? Eh bien, c'était moi, assis dans la salle d'audience de la juge grave, regardant 47 minutes de délibération du jury se transformer en le moment le plus satisfaisant de ma vie, où je me suis dit, je vous l'avais bien dit. Le président du jury était toujours debout, tenant cette feuille de verdict comme si elle contenait le sens de la vie elle-même. Et le silence dans la salle d'audience était si complet qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le parking. Charles semblait sur le point de vomir. Mélissa agrippait la table des accusés si fort que ses doigts étaient devenus blancs. Et même leur coûteuse équipe juridique fixait le sol comme si elle envisageait un changement de carrière. La juge grave a ajusté ses lunettes de lecture avec une précision délibérée qui signifiait qu'elle était sur le point de rendre une justice judiciaire sérieuse. Les accusés sont-ils priés de se lever pour la sentence? Charles et Mélissa se sont levés comme s'ils allaient à leur propre exécution, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Leur avocat a essayé de leur chuchoter quelque chose, mais la juge grave a coupé court à cela avec un regard qui aurait pu geler l'enfer. Monsieur Mercé, a-t-elle commencé, sa voix portant le poids de 20 ans de service. Vous avez été reconnu coupable de conspiration en vue de commettre une fraude, de détournement de fonds d'entreprise.
de vol de propriété intellectuelle et de rupture de devoir fiduciaire. Ce sont des crimes graves qui portent atteinte au cœur de l'éthique des affaires et de l'intégrité personnelle. Elle a marqué une pause, laissant cela pénétrer, tandis que Charles chancelait légèrement comme s'il allait s'évanouir. Vous occupiez un poste de confiance et de responsabilité, et vous avez utilisé cette position pour escroquer systématiquement votre employeur et détruire la carrière d'un employé à des fins personnelles. Ce tribunal vous condamne à 5 ans de prison fédérale, suivi de 3 ans de probation surveillée. 5 ans. Le chiffre a frappé Charles comme un coup physique, et j'ai vu ses genoux fléchir légèrement. Son avocat lui a attrapé le bras pour le maintenir debout, mais on pouvait voir le moment exact où la réalité de la prison fédérale a vraiment pénétré. Ce n'était pas un établissement de sécurité minimale pour club de campagne. C'était du temps réel dans une vraie prison avec de vraies conséquences. En outre, a poursuivi la juge Grace, vous êtes condamné à payer une restitution de 250 000 $ à Harrison Tech pour les fonds détournés et 500 000 $ supplémentaires en dommages-intérêts punitifs à Monsieur Blake. La section presse a éclaté en chuchotis, et j'ai vu au moins 3 reporters taper frénétiquement sur leur téléphone. 750 000 $ en plus de 5 ans de prison. Charles était passé de dirigeant d'entreprise à criminel en faillite en l'espace d'environ 30 secondes. Mais la juge Grave n'avait pas fini. Elle a tourné son attention vers Melissa, et si les regards pouvaient tuer, ma future ex-femme aurait été un cratère fumant dans le sol de la salle d'audience. Madame Green Blake, a-t-elle dit, sa voix devenant plus froide. Votre rôle dans cette conspiration est particulièrement troublant. Vous avez utilisé l'intimité du mariage pour espionner votre mari. Voler sa propriété intellectuelle et faciliter le vol par votre co-conspirateur. Vous avez violé la confiance la plus fondamentale qui existe entre époux à des fins financières. Melissa pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas les larmes de crocodile qu'elle avait utilisées pendant le procès. C'étaient les vraies larmes, le genre de pleurs qui viennent de voir sa vie entière s'effondrer en temps réel. Ce tribunal vous condamne à 2 ans de prison fédérale suivi de 2 ans de probation surveillée. Vous êtes en outre condamné à payer une restitution de 500 000 $ à Monsieur Blake pour les dommages liés au vol de propriété intellectuelle et au préjudice moral. 2 ans de prison et un demi-million de dollars. La femme qui m'avait dit que je n'étais pas assez bien pour elle, qui avait ri de m'avoir écrasé et de la façon dont je ne m'en remettrais jamais, faisait maintenant face à une peine de prison fédérale et à la ruine financière. De plus, a poursuivi la juge Grave. Les 2 défendeurs sont définitivement interdits de toute implication dans le développement technologique ou l'octroi de licences de propriété intellectuelle. Vous êtes interdit de travailler à quelque titre que ce soit impliquant des informations propriétaires ou des secrets commerciaux. C'était là le véritable coup de massue. Charles et Melissa n'allaient pas seulement en prison. Ils étaient définitivement bannis des seules industries qu'ils connaissaient. La carrière de Charles dans la technologie était terminée, et les rêves de Melissa de bâtir un empire de start-up avec de la technologie volée venaient de s'évaporer comme la brume du matin. Mais la juge n'avait pas fini. Elle a tourné son attention vers Harold et Patricia Green, qui étaient assis dans la galerie l'air de préférer être n'importe où ailleurs sur Terre. Monsieur et Madame Green, a-t-elle dit, sa voix traversant la salle d'audience comme une lame. Bien que vous ne soyez pas des accusés criminels dans cette affaire. Les preuves montrent clairement que vous avez permis et soutenu financièrement cette conspiration. Vous êtes par la présente ordonné de payer des dommages-intérêts civils d'un montant de 100 000 $ pour votre rôle dans la facilitation de ces crimes. Harold a réellement halté, et Patricia a semblé sur le point de s'évanouir. 100 000 $ ne semblait peut-être pas beaucoup pour des gens qui possédaient des manoirs et collectionnaient des premières éditions, mais c'est l'humiliation publique qui a vraiment fait mal. Leur nom, leur précieuse réputation familiale, étaient maintenant associés de façon permanente à des crimes fédéraux et à une conspiration. La salle d'audience a éclaté lorsque la juge Grave a frappé son marteau et annoncé que la séance était levée. Les reporters se sont précipités vers l'avant de la salle. Les caméras ont flashé comme des stroboscopes et l'endroit entier s'est transformé en un chaos contrôlé. J'ai regardé Charles et Melissa être emmenés par les marshals fédéraux, les mains menottées derrière le dos comme de vulgaires criminels. Charles n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, les yeux grands ouverts de panique et d'incrédulité. C'était un homme qui n'avait probablement jamais fait face à de réelles conséquences pour quoi que ce soit dans sa vie privilégiée. Et maintenant, il se dirigeait vers la prison fédérale. Melissa sanglotait si fort qu'elle pouvait à peine marcher, s'appuyant lourdement sur le marshal comme si ses jambes allaient lâcher. La femme qui m'avait dit que je n'étais pas assez bien pour elle,
qui avait ri de m'écraser et de la façon dont je ne m'en remettrais jamais, faisait maintenant face à une peine de prison fédérale et à la ruine financière. Victor rayonnait de satisfaction, serrant la main de Sofia et acceptant les félicitations d'autres avocats venus assister au spectacle. « Adrien » a-t-il dit, se tournant vers moi avec ce sourire prédateur. « J'exerce le droit depuis 30 ans, et je n'ai jamais vu une victoire aussi complète. Ils n'ont pas seulement perdu, ils ont été anéantis. » La conférence de presse qui a suivi était surréaliste. Debout sur les marches du palais de justice, face à un mur de caméras et de microphones, j'avais l'impression d'être dans une sorte de réalité alternative où le gentil gagne réellement et la justice n'est pas seulement un concept théorique. Monsieur Blake, a lancé un reporter, comment vous sentez-vous de voir votre femme et votre ancien patron condamnés à la prison fédérale? Ancienne femme, ai-je corrigé, savourant les mots. Les papiers de divorce ont été déposés ce matin. Et honnêtement, ça ressemble à de la justice. Ces gens pensaient pouvoir détruire ma vie et voler mon travail parce qu'ils croyaient que j'étais trop faible pour riposter. Aujourd'hui, ils ont eu tort. Quelle est la suite pour vous? A demandé un autre reporter. J'ai levé les yeux vers l'horizon de Denver, pensant à l'appartement en loft pour lequel je venais de signer un bail, à l'équipe que je bâtissais. L'avenir que je créais selon mes propres termes. Je vais faire ce que j'ai toujours fait. Innover, créer et construire quelque chose de significatif. La seule différence, c'est que maintenant je le fais sans les gens qui ont essayé de me saboter à chaque étape. Ce soir-là, je me suis assis dans mon nouveau loft du centre-ville, regardant les lumières de la ville et pensant à la façon dont ma vie avait radicalement changé. Il y a 6 mois, j'étais marié à une femme qui conspirait activement contre moi, travaillant pour un patron qui volait mes idées et vivant un mensonge que j'étais trop naïf pour reconnaître. Maintenant j'étais libre, vengé et plus riche que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais plus important encore, j'étais entouré de gens qui se souciaient vraiment de moi. Sofia, Victor, Julian, et une équipe grandissante d'esprits brillants qui voyaient du potentiel au lieu de la faiblesse. Mon téléphone a vibré avec un message de Sofia. Des verres pour fêter ça? Je pense que tu l'as mérité. Alors que je prenais mes clés et me dirigeais vers la porte, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la fin de mon ancienne vie. C'était le début de quelque chose d'infiniment meilleur. Charles et Mélissa avaient essayé de me briser. Mais tout ce qu'ils avaient fait, c'était de me forger en quelque chose de plus fort. Et demain, le vrai travail commencerait. Vous savez à quoi ressemble la liberté? Elle sent la peinture fraîche, les nouveaux fauteuils de bureau en cuir, et le genre de café cher que l'on achète parce qu'on peut, pas parce qu'on essaie d'impressionner qui que ce soit. C'est ce qui m'a frappé en entrant dans mon nouveau loft du centre-ville un lundi matin frais, 6 mois après avoir vu Charles et Mélissa se faire emmener menottés par les fédéraux. L'endroit était loin de ce minable appartement de location où j'avais mangé mon pois en plat chinois à emporter et contemplé les ruines de ma vie. Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur l'horizon de Denver. Des parquets qui brillaient vraiment au lieu de s'écailler et assez d'espace pour accueillir une petite armée d'esprits brillants qui allait m'aider à changer le monde. Blake Innovation avait officiellement été lancé il y a 3 semaines et nous faisions déjà des vagues dans l'industrie technologique qui se répercutait jusqu'à la Silicon Valley. Sofia était ma cofondatrice et c'était parce que, avouons-le, cette femme pouvait déboguer du code et détruire des ennemis avec la même efficacité. Victor avait accepté de servir de conseiller juridique général, principalement parce qu'il appréciait l'idée de protéger l'entreprise qui avait surgi des cendres de la stupidité de Charles Mercé. Et Julian Cross n'était plus seulement un partenaire commercial. Il était devenu un conseiller stratégique dont le carnet d'adresses ouvrait des portes dont je ne connaissais même pas l'existence. Mais voici ce qui m'a vraiment mis en feu. Nous ne construisions pas seulement une entreprise. Nous construisions un doigt d'honneur à tous ceux qui avaient été trahis par les personnes en qui ils avaient le plus confiance. L'initiative Phoenix a été lancée un mardi qui ressemblait au matin de Noël et au 4 juillet roulé en une seule célébration épique du « va te faire foutre », trahison d'entreprise. C'était un fonds de capital risque spécialement conçu pour aider les innovateurs qui avaient été arnaqués par leurs familles, leurs employeurs ou leurs partenaires commerciaux. Nous avions commencé avec un fonds modeste de 10 millions de dollars, mais après que la nouvelle de ce que nous faisions se soit répandue, les candidatures ont commencé à affluer comme l'eau à travers un barrage brisé. Il y avait Marcus Rodriguez, un ingénieur logiciel dont le frère avait volé l'idée de son application mobile et l'avait vendue à une grande entreprise technologique. Sarah Chin, une chercheuse en biotechnologie dont le partenaire de laboratoire avait publié son travail sous son nom et obtenu un contrat de conseil à 6 chiffres.
David Thomson, un ingénieur mécanique dont le beau-père avait utilisé des relations familiales pour breveter sa conception d'énergie renouvelable et l'avait complètement évincé. Chaque histoire était une variation sur le même thème. Des personnes brillantes se faisant arnaquer par leurs proches, puis se faisant dire qu'elles devaient simplement laisser tomber et passer à autre chose. Eh bien, putain de bruit. Passer à autre chose, c'était pour les gens qui acceptaient la défaite. Nous étions dans le commerce de la riposte. L'événement de lancement a eu lieu au Denver Art Museum parce que rien ne dit nous sommes arrivés comme d'organiser votre première apparition d'entreprise dans un bâtiment qui semble avoir été conçu par des extraterrestres ayant un excellent goût. La liste des invités ressemblait à un qui est qui de l'élite technologique et commerciale du Colorado, plus une bonne dose de journalistes qui avaient suivi mon histoire depuis le cirque du tribunal. Je me tenais au podium, regardant un public de 500 personnes qui, 6 mois auparavant, m'auraient rejeté comme un pauvre cocu vivant dans le déni. Maintenant, ils s'accrochaient à chaque mot, prenaient des notes, et calculaient probablement combien d'argent ils pouvaient gagner en s'associant avec le type qui avait transformé une trahison personnelle en un empire de plusieurs millions de dollars. Mesdames et messieurs, ai-je commencé, ma voix portant facilement à travers le système de sonorisation du musée. Il y a 6 mois, j'ai été viré de mon emploi, trahi par ma femme, et sa famille m'a dit que je n'étais pas assez bien pour respirer le même air que leur précieuse fille. Un rire a parcouru la foule. Ces gens aimaient une bonne histoire de rédemption, surtout quand elle impliquait des riches qui se faisaient remettre à leur place. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont en prison fédérale, en faillite. Et définitivement interdites des industries qu'elles ont essayé de me voler. Mais ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de ce qui se passe quand vous refusez d'accepter les définitions que les autres donnent de votre valeur. J'ai cliqué sur la première diapositive, montrant le logo de l'initiative Phoenix sur fond de flammes. L'initiative Phoenix existe parce que la trahison n'est pas un défaut de caractère chez la victime. C'est une opportunité commerciale pour le survivant. Nous ne sommes pas là pour aider les gens à se remettre d'avoir été arnaqués. Nous sommes là pour les aider à transformer cette trahison en carburant pour quelque chose de plus grand. De meilleur, et d'infiniment plus réussi que ce qu'ils ont perdu. Les applaudissements ont été immédiats et soutenus. Mais je n'avais pas fini. Notre premier cycle de financement va à 12 innovateurs à qui on a dit de s'asseoir, de se taire et d'accepter que la vie n'est pas juste. Au lieu de cela, ils vont se lever, prendre la parole et construire des empires qui feront regretter à leurs traîtres de les avoir jamais croisés. L'énergie dans la pièce était électrique. Je pouvais voir des gens déjà en train de réseauter, de nouer des contacts, de comploter leur propre moment Phoenix. Ce n'était pas seulement un lancement d'entreprise. C'était un mouvement. Après la présentation officielle, je me suis retrouvé entouré d'une foule d'entrepreneurs, d'investisseurs et de journalistes qui voulaient tout savoir sur notre processus de sélection, nos indicateurs de succès et notre vision à long terme. Mais la conversation qui a vraiment compté a eu lieu près du bar où une jeune femme m'a approché avec le genre d'espoir désespéré que je reconnaissais dans mon propre miroir 6 mois auparavant. « Monsieur Blake », a-t-elle dit, sa voix légèrement tremblante. « Mon nom est Jennifer Walsh. Mon partenaire commercial m'a volé mon algorithme d'IA et ma liste de clients, puis m'a fait blacklister de toutes les entreprises technologiques d'Austin. Je me bats contre lui au tribunal depuis 2 ans, mais il a de l'argent familial et des relations. Je lui ai tendu ma carte de visite. Jennifer, envoyez-moi tout. Brevets, documents judiciaires, dossiers financiers, chaîne de courriel, tout. Notre équipe examinera votre dossier dans les 48 heures. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vous feriez vraiment ça même si vous ne me connaissez pas? Je sais exactement qui vous êtes, ai-je dit. Vous êtes quelqu'un qui a été trahi par une personne de confiance et maintenant on vous dit d'accepter et de passer à autre chose. Foutaise. Vous allez riposter et nous allons vous aider à gagner. C'est alors que Sophia est apparue à mon coude, souriant comme si elle venait de résoudre la fusion froide. Adrien, il faut que tu vois ça. Elle m'a tendu son téléphone montrant un article de presse de TechCrunch avec le titre « Blake Innovation lève 50 millions de dollars en série de financement, prévoit une expansion nationale de l'initiative Phoenix. » 50 millions de dollars. Le chiffre était presque abstrait à ce stade, mais ce qu'il représentait était très réel. Les ressources pour aider des centaines d'innovateurs trahis à transformer leur douleur en pouvoir. Julian Cross s'est matérialisé de la foule. L'air d'un roi faiseur milliardaire dans son costume parfaitement taillé. Adrien, félicitations.
Vous avez bâti quelque chose de vraiment spécial ici. Nous avons bâti quelque chose de spécial, ai-je corrigé. Rien de tout cela n'arrive sans l'équipe. C'est vrai, a-t-il dit, levant son verre de champagne. Mais il a fallu quelqu'un avec votre combinaison particulière de brillance et de colère juste pour que cela se produise. La plupart des gens trahiraient amers. Vous avez transformé l'amertume en mieux. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités se dispersaient dans la nuit de Denver, je me suis retrouvé seul dans le grand hall du musée, entouré des débris d'une fête de lancement réussie. Verre de champagne vide, cartes de visite éparpillées et l'énergie persistante des gens qui venaient d'être témoins de la naissance de quelque chose d'important. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Vu la couverture médiatique. Félicitations pour votre succès. Voyez, Charles, même de la prison fédérale, ce salaud essayait toujours de se frayer un chemin dans ma vie. J'ai supprimé le message sans répondre. Certains ponts ne valaient pas la peine d'être reconstruits. Il valait mieux les laisser comme des ruines calcinées qui vous rappelaient pourquoi vous les aviez brûlés en premier lieu. Je me suis dirigé vers les fenêtres donnant sur la ville, regardant l'horizon de Denver qui avait assisté à toute ma transformation de mari trahi à magnate des affaires. Quelque part là-bas, Melissa était probablement dans sa cellule de prison fédérale, se demandant comment l'homme qu'elle avait rejeté comme un pauvre perdant s'était retrouvé en couverture de magazine pendant qu'elle comptait les jours jusqu'à sa libération conditionnelle. Mais je ne pensais pas à elle, ni à Charles, ni à aucune des personnes qui avaient essayé de me briser. Je pensais à Jennifer Walsh et aux douzaines d'autres innovateurs que nous étions sur le point de trouver. Je pensais aux centaines d'autres candidatures qui attendaient dans notre boîte de réception. Je pensais à un avenir où la trahison n'était pas la fin de l'histoire de quelqu'un. C'était juste le début de leur arc de vengeance. En me dirigeant vers la sortie, je suis passé devant un miroir dans le hall du musée et j'ai aperçu mon reflet. Le même visage, les mêmes traits de base, mais tout le reste avait changé. L'homme qui me regardait n'était pas le mari naïf qui faisait confiance aveuglément et aimait inconditionnellement. C'était quelqu'un de plus dur, de plus intelligent, d'infiniment plus dangereux pour ses ennemis, et d'infiniment plus précieux pour ses alliés. Je suis Adrien Blake. Je suis libre. Je suis assez, et je ne serai plus jamais effacé. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, m'emportant vers ce qui allait suivre. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais vraiment excité de le découvrir.